Masechet Sanhedrin, Daf Yud Bet, on va commencer par Yud Aleph Amud Bet, dernière ligne de la page. Tanu Rabanan, En Me'aberin et Hashana Beshener et Avon. Cette Gemara va traiter du sujet de l'année embolismique, Shana Me'uberet. On rajoute un deuxième Hadar. On avait déjà vu quels étaient les trois facteurs qui pouvaient déclencher la décision du Beth Din de rajouter un deuxième Hadar. Soit c'est pour mettre au même niveau l'année solaire et l'année lunaire, car vous le savez que l'année solaire est de 365 jours et 6 heures, alors que l'année lunaire, elle n'est que de 354 jours. Comme on arrive à 354, c'est très facile. On a 6 mois de 30 jours, 6 fois 30, 180. On a 6 mois de 29 jours, des mois creux, ça fait 174. 6 fois 29 égale 174 jours. 180 et 174, ça fait 354. Donc les 12 mois de l'année, ça constitue 354 jours. Mais ça, c'est le circuit lunaire, car la Lune, son parcours exact est de 29 jours, 12 heures et 793 particules d'une heure. Une heure a été répartie, selon nos maîtres, en 1080 halakim, alors que chez les autres, c'est 3600 secondes, une heure. Chez nous, c'est 1080 halakim. Pourquoi ce chiffre? Parce qu'il est divisible autant que tu veux. Et donc, chaque particule constitue à peu près 3 secondes. 3600 secondes, nous, c'est 1080. Alors, le parcours lunaire, il est de 29 jours, 12 heures et 793 halakim d'une heure. Et ensuite, après la progression et régression de la Lune, elle disparaît totalement. Après quelques heures d'éclipse totale, elle réapparaît. C'est la néoménie, Molad Alevana, la renaissance de la Lune. C'est ce qui donne au mois son nom. Pourquoi le mois s'appelle Hodesh? Parce que la Lune, elle est mithadesh. Elle se renouvelle, elle est toujours Hadash. Mais comme la Torah dit, Ad Hodesh Yamim, un mois doit être constitué de jours et non pas d'heures. Donc on ne peut pas dire 29 jours et 12 heures et des poussières. Non, il faut des jours ronds, un chiffre rond. Alors c'est où? Quand tu prends 29 et demi, 29 jours et 12 heures, c'est 29 jours et demi. Et 29 jours et demi, donc c'est 2 mois, ça nous donne combien de jours en tout? 29 et demi, c'est 59. 59, c'est quoi? C'est 30 et 29. Donc 2 mois, c'est 30 jours et 29 jours. Donc 12 mois, c'est 6 mois de 30 jours et 6 mois de 29 jours. Donc 6 fois 30, 180, 6 fois 29, 174, en tout c'est 354. Mais l'année solaire, elle fait son parcours en 365 jours et 6 heures. Donc il y a un décalage de 11 jours et 6 heures. Après 3 ans, ça nous fait un décalage de plus de 33 jours. Alors pour les remettre au diapason, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute un mois, un deuxième Hadar. Et pourquoi il faut les mettre au diapason? Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est parce que la Torah veut que les fêtes juives tombent dans leur saison. C'est-à-dire Pessah au printemps, Sukkot en automne. Mais comme les saisons, elles sont relatives non pas à l'année lunaire, mais à l'année solaire. Alors comment tu vas pouvoir faire correspondre la fête juive à la fois à la lune, le mois qui est lunaire, et à la fois à la saison qui, elle, est solaire? Pour donner une exactitude, c'est que chaque saison, automne, hiver, printemps, été, c'est 91 jours et 7 heures et demie. Car si tu prends 365 jours et 6 heures, 364 jours déjà, divisé par 4, c'est 91. Il te reste un jour, 24 heures plus 6 heures, 24 et 6, 30. 30 divisé par 4, 7 et demi. Donc une saison, elle est constituée de 91 jours et 7 heures et demie. Et après, c'est la nouvelle saison. Ce moment de transition d'une saison à l'autre s'appelle Tekoufa. La Tekoufa, le démarrage.
Alors on a la Tekoufa de Tishri, c'est l'automne. La Tekoufa de Tevet, c'est l'hiver. La Tekoufa de Nissan, c'est le printemps. La Tekoufa de Tammuz, c'est l'été. Chaque saison est constituée de 3 mois. Alors, puisque la Torah dit « Shamor et Chodesh Aviv », observe et respecte le mois du printemps, alors déjà il faut que ce soit au printemps. D'accord? Et Haga Asif, Tekufat Hashana. Aussi que Sukkot soit dans la Tekoufa de l'année, à savoir Tekufat Tishri. Mais Aviv a pour racine Aleph Bet Yud, c'est Ibe Hanahal. Ça fait référence au grain de céréales. Les céréales, on a d'abord l'orge et ensuite le blé. L'orge est précoce par rapport au blé. Le blé, il pousse plus tardivement, comme on retrouve dans la Torah à propos des 10 plaies. Quand il y a eu la plaie de la grêle, ensuite il y a eu la plaie des sauterelles, n'est-ce pas? Barad, Arbé. Les sauterelles, qu'est-ce qu'elles ont à manger si la grêle a déjà tout massacré? Alors, figurez-vous qu'Akadosh Baruch Hu, justement, il a envoyé la grêle pour éliminer l'orge qui avait déjà poussé, mais le blé n'avait pas encore poussé. Ça, c'est les sauterelles qui se sont occupées. Et c'est écrit clairement dans la Torah à propos du barad. Vea pishta, vea seora, nukata, hita, vea kusemet, lonuku, qui afilotena. La Torah nous dit que le blé est tardif. Donc, il n'a pas été frappé par la grêle, puisqu'il n'avait pas encore poussé. Mais, je me le réserver les sauterelles pour la suite, pour le blé. C'est juste pour vous dire que, à Pessah, on a déjà les graines d'orge qui sont déjà raffermies. Et c'est le moment pour offrir le homer qui était à partir de l'orge. C'était à base d'orge, de la nouvelle récolte de céréales. Le deuxième jour de Pessah, on offrait le homer. Homer, c'est un volume, c'est une quantité d'orge à offrir 43 œufs. C'est l'équivalent d'un volume de 43 œufs, un cinquième d'un œuf. Mais en tout cas, c'est le homer qu'on sacrifiait le deuxième jour de Pessah pour autoriser à tout le monde de manger de la nouvelle récolte de céréales. Mais, comme Shamor et Chodesh Ha'aviv, il faut que Pessah tombe au moment où les graines sont charnues. Il ne faut pas que la tige soit vide. Il ne faut pas non plus que le grain soit sec. Alors, il faut que la fête de Pessah arrive au moment où on a le Aviv, où on a des céréales pleines, charnues, mais comme on avait dit hier, Carmel, bravo. Carmel, c'est la contraction de 2 mots. C'est quoi Carmel? Rach ou Malé. Rach, c'est tendre. Malé, c'est plein. Ça veut dire qu'on a un grain qui est raffermi, qui est plein, mais qui n'est pas sec. Il est encore frais. La Baraïta nous enseigne que dans une année où malheureusement la famine sévit à cause de la sécheresse, il ne faut pas rajouter un deuxième Hadar. Même si on a de bonnes raisons de rajouter un deuxième Hadar, comme on avait dit, soit pour la saison, pour mettre au diapason la fête avec la saison qui lui correspond. C'est-à-dire Pessah au printemps, Sukkot en automne. Même si on a le facteur de Aviv, c'est-à-dire qu'il faut que les graines aient le temps de se raffermir. Même si on a ce facteur, et même si on a le troisième facteur, rappelez-vous, c'était les fruits de l'arbre, Perota Ilan, car à Shavuot, on apportait les bikurim, les prémices des 7 fruits, Eretz Chita ou Seora, Gefen ou Ena Berimon, Eretz Zetchemen ou Dvash. Il fallait apporter les 7 fruits d'Eretz Israël, mais si à Shavuot, les fruits ne sont pas encore mûrs, alors quoi? Tu vas aller, et comment tu vas faire? Tu vas pas les apporter. Alors qu'est-ce qu'il va falloir faire? Voyager une fois de plus que pour les prémices. Alors on te dit non. Rajoute un deuxième Hadar pour donner
le temps aux fruits de mûrir. Une fois qu'ils sont matures, à Shavuot, tu vas pouvoir les cueillir, tu feras d'une pierre deux coups. De toutes les façons, tu voyages à Jérusalem pour les fêtes de pèlerinage, la fête de Shavuot, en même temps, tu prends avec toi les fruits des Bikurim. Donc, on avait vu tous ces facteurs. Mais on te dit, malgré tout, si c'est une année de famine, tu ne rajoutes pas un deuxième Adar. Pourquoi? Car si tu rajoutes un deuxième Adar, tu décales Pessah un mois plus tard. Et les gens n'ont pas le droit de manger les nouvelles céréales. Pourquoi? On n'a pas encore sacrifié le Homer. Alors, il faudra attendre un mois de plus pour pouvoir manger des nouvelles céréales. Faut pas faire souffrir les gens. Ils souffrent assez déjà avec la sécheresse, avec la famine. Alors là, tu ne rajoutes pas un deuxième Adar pour que Pessah tombe le plus tôt possible afin qu'ils puissent manger le plus tôt possible des nouvelles céréales. Car si on s'appuie que sur les anciennes céréales, il n'en reste plus beaucoup à cause de la famine. Et maintenant, la référence à cela, c'est très fort. La Guémara nous cite une histoire, un épisode à l'époque du prophète Elisha an-Navi, le prophète Élisée, et c'est de là-bas qu'on déduit cette halakha, qu'il ne faut pas rajouter un deuxième Adar lorsque la sécheresse sévit. Tanya, la Baraïta nous enseigne, Rabbi Omer, Rabbeinu Akadosh, rédacteur de la Mishnah, nous dit, Ve'ish ba mi Baal Shalisha. Il cite un verset de Melachim, du livre des rois. Ve'ish ba, et un homme est venu, mi Baal Shalisha, d'une région d'Israël qui s'appelait Baal Shalisha. Vayave le Isha Elohim lechem bikurim. Il a amené à l'homme de Dieu, c'est-à-dire le prophète Elisha, il lui a donné du pain de bikurim. Qu'est-ce que ça veut dire bikurim ici? Ne pas se méprendre, ne vous trompez pas. Ça ne fait pas allusion au bikurim qu'on connaît généralement, à savoir les prémices. Non, ici, ça veut dire de la récolte nouvelle. Bikurim, des prémices dans le sens comme quoi ce qui venait maintenant de récolter. Esrim lehem seorim, 20 pains d'orge. 20 pains d'orge. Ve'en lecha kala bechol eretz Israël levashel perotea yoter mi Baal Shalisha. Quel était l'endroit où les champs étaient le plus fertiles en Israël? L'endroit le plus fertile d'Israël, c'était le secteur de Baal Shalisha. Ve'afal piken, et malgré tout, lo bikera et la minehad. On a 5 sortes de céréales. Le blé, l'orge, le seigle, l'avoine et l'épeautre. Et de toutes ces catégories, il n'y avait qu'une seule sorte de céréales qui avait poussé à cette époque. Shema Tomar Hitim, tu vas me dire, ouais, mais peut-être c'est le blé qui pousse tardivement, c'est pour ça que il lui a apporté ça. Je dis, non, Talmud Lomar Seorim, c'est pour ça qu'il est écrit clairement dans ce verset qu'il lui a donné 20 pains d'orge. Et l'orge, généralement, on a dit qu'il est précoce, il arrive bien avant le blé. Ça veut dire qu'il y a eu un retard de pousse à cause de la sécheresse. Tomar Lifnei Omer, tu vas me dire, mais peut-être que cette histoire, elle s'est passée avant Pessah. Alors, qui te dit qu'il y avait de la sécheresse? Talmud Lomar, Ten La'am Veyochelu, Ahara Omer Haya. Et Elisha a dit à ce monsieur, tu es bien gentil de m'offrir 20 pains d'orge, mais c'est pas à moi qu'il faut donner. Distribue tout ce pain au peuple qui a faim. Comment il a pu distribuer ce pain si c'était avant Pessah? Mais avant Pessah, on n'a pas encore sacrifié le Homer, car le Homer, on le sacrifiait le 2e jour de Pessah. Donc s'il a dit, donne-leur qu'ils mangent, ça veut dire que c'était cachère. Ça veut dire qu'ils avaient déjà sacrifié le Homer. Et tout de même, ils n'avaient pour l'instant que de l'orge, tellement la sécheresse avait été sévère. Et mort Merata. De là, tu déduis. Re'uya haïta otashana shetit aber. Normalement, on avait toutes les conditions réunies cette année-là pour en faire une année embolismique.
Umipnema lo ibra Elisha. Et pourquoi Elisha Navi n'a pas rajouté un deuxième Adar? Sheshnat Batsoret Aïta, car c'était une année de sécheresse. Vehayu akol ratzin, les bêtes à granot. Et tout le monde courait vers la grange. Et donc ils étaient contents de pouvoir manger l'orge de la nouvelle récolte. Et ils n'ont pas rajouté un deuxième Adar, justement pour leur permettre d'avoir accès à cette orge sans aucun problème. Tanu Rabanan, en me'aberin et hashana lifne Rosh Hashana. Ve'im ibruha en me'uberet. Aval mipene hadhak me'aberin ota achar Rosh Hashana miyad. Ve'afal piken en me'aberin ela adar. Que nous enseigne cette baraïta? Elle nous dit, premièrement, que le Beddin, le Sanhedrin, ne doit pas siéger pour discuter, pour débattre de ce deuxième Adar. Est-ce qu'il faut rajouter un deuxième Adar? Faut pas rajouter un deuxième Adar? Est-ce qu'on va faire de cette année une année Me'uberet, embolismique ou pas? Il ne faut même pas commencer le débat avant Rosh Hashanah. Ve'im ebruha, et si malgré tout, le Beddin s'est permis de siéger avant Rosh Hashanah et ils ont décidé de rajouter cette année un deuxième Adar, ena me'uberet. Même a posteriori, leur verdict est caduc. Ça veut dire que tout ce qu'ils ont dit, c'est nul et non avenu. Ils n'avaient pas le droit de décider de rajouter un deuxième Adar avant Rosh Hashanah, premier Tishri. Aval mipene adehak, mais par contre, si jamais ils voient qu'il y a un gros problème technique, c'est-à-dire que ils étaient à l'époque malheureusement sous la domination des goïms qui empêchaient les Juifs de respecter le Rosh Chodesh, de respecter et d'observer les fêtes juives. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient les goïms? Ils interdisaient au Beddin de siéger pour fixer un deuxième Adar. Il leur a dit, ils ont dit au Beddin, gare à vous si vous vous occupez du calendrier juif. Alors si on sait qu'on n'aura pas la possibilité à cause des décrets des Romains, par exemple, qui nous empêcheront de siéger avant le mois de Hadar pour ajouter un deuxième mois de Hadar, alors si on sait qu'il y a un problème technique, ou encore mieux, c'est qu'on va pas trouver des dayanim smochim, ce qu'on appelle des dayanim diplômés, pour siéger ensemble, donc c'est un vrai problème technique. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais aberin ota achar Rosh Hashanah miyad. On va siéger tout de suite après Rosh Hashanah, pas avant. Ve'afal piken en me'aberin ela adar. Alors, on va siéger avant Rosh Hashanah, on va siéger après Rosh Hashanah. Non, on va siéger au mois de Tishri, d'accord? Mais attention, on va pas rajouter un deuxième Tishri. On va pas rajouter un deuxième Cheshvan. Afalpiken en me'aberin ela adar. Même si on siège au mois de Tishri, mais on ne rajoute qu'un deuxième Adar. Le seul mois qui peut être dédoublé, c'est Adar. Qui peut me dire pourquoi? On a dit que le mois d'Adar, c'était le dernier, le 12e mois. Bravo. Où est-ce qu'on retrouve ça? Dans la Megillat Esther. Très bien. Dans la Megillat Esther, le mois de Hadar est qualifié de 12e mois. Comme on dit, Hadar. Et le 12e mois, c'est le mois de Hadar. Donc, si tu rajoutes un autre mois que Hadar, par exemple, choisissez un mois, un autre, donnez-moi un nom. Tishri. Alors, on va faire 2 Tishri. Si on a 2 Tishri, finalement, Hadar, il sera le 13e mois. Il ne sera pas le 12e. Or, la Megillat Esther a dit que Hadar est forcément le 12e. Donc, on ne peut rajouter qu'un deuxième Hadar. Dans ce cas-là, on a 2 Hadar, qui sera le 12e mois et le 13e mois.
mais il sera tout de même 12e. C'est Tosfot qui dit ça ici. Mais Rashi, dans Maseret de Rosh Hashanah, dit pour une autre raison. Il dit que c'est très logique. Pourquoi on ne rajoute que Hadar? Étant donné que le problème c'est Pessah, il faut qu'à Pessah, il y ait des graines charnues. Il faut que Pessah tombe dans la saison du printemps. Donc tout est une question relative à Pessah. Alors, c'est quand qu'on est le plus proche de Pessah? Eh bien, c'est Hadar qui est le plus proche de Nissan, puisque Pessah, c'est à Nissan. Alors, qu'est-ce que tu es en train de réfléchir? Est-ce que tu laisses Nissan arriver tranquillement, tu n'auras qu'un seul Hadar, ou bien tu décales Nissan en rajoutant un deuxième Hadar? Donc, la logique veut qu'on ne rajoute que un deuxième Hadar, parce que c'est, à ce moment-là, c'est approprié. Bon, ok. Maintenant, la Gemara va poser une question, et je vais dire que ce que je vais lire maintenant, c'est atypique. C'est très rare de trouver une Gemara pareille, mais en fait, c'était un code. Vous allez voir comment les Hachamim, pour ne pas se faire remarquer par les Goïm qui allaient les tuer parce qu'ils avaient rajouté un deuxième Hadar, si le Beddin, le Sanhedrin, siégeait pour s'occuper du calendrier juif, ça allait irriter la colère des Goïm. Alors figurez-vous que les Hachamim allaient parler avec un code secret. Ça veut dire qu'ils allaient écrire l'un à l'autre un courrier, mais les Goïm n'avaient aucune chance de comprendre un mot. C'est que les Hachamim qui savaient exactement à quoi faisait référence chaque mot de ce courrier. Regardez, vous allez voir, vous n'allez rien comprendre. Je vais traduire littéralement, vous n'allez rien comprendre. Et ni la Gemara dit, ah bon, on n'a pas le droit de siéger avant Rosh Hashanah pour fixer un deuxième Hadar. Pourtant, Ve'achal Houlé les Rava. Pourtant, les sages ont envoyé un courrier à Rava et ils ont écrit comme ça. Zug ba mirakat. Je vous traduis littéralement. Un couple est venu de Rakat. Utfaso Nesher. Il a été attrapé par un aigle. Ou Beyadam Devarim Anaasa Belouz. Ils avaient dans leurs mains des choses qu'on fait à Louz. Bisrout Arahamim ou Bisroutrem. Ouais, je saute exprès la phrase pour continuer le courrier. Bisrout Arahamim ou Bisroutrem, par le mérite de la pitié d'Akadosh Baruch Hu et par votre mérite, Yatzou Beshalom. Ils sont sortis en paix, indemnes. Va'amuse Yereche Nachshon, et les descendants de Nachshon, Bikshu Likvoa Natziv Ehad, ont souhaité fixer un intendant, Velohinihan Adomi Halaz, et le Adomi, le fameux Adomi, ne les a pas laissés. Aval Baale Asufot Neesfu. Mais les rassembleurs se sont rassemblés. Vekavroulo Netziv Ehad, et ils ont installé un intendant, Yerach Shemetbo Aharon. Shemetbo Aharon à Cohen. Le mois où Aaron à Cohen est mort. Alors, on n'a rien compris, mais rien de rien. Alors, si nous, on n'a rien compris, comment les goïms auraient pu comprendre? Eh bien, ça, c'était le courrier en code secret. Aïe, mais qu'est-ce que c'est beau! Aïe, qu'est-ce que c'est beau! Regardez-moi ça. Je reprends tout, et là, cette fois-ci, c'est pas que de la traduction, c'est l'explication. Les Hachamim ont dit à Rava, Zug ba mirakat. Il y a un couple qui est venu de la ville de Rakat. Ici, ce couple, ce n'est pas un homme et une femme, ce sont deux Talmidei Hachamim qui étudient la Torah ensemble. On les a qualifiés de couple. Ils sont venus de Rakat. Si vous cherchez dans le livre de Yoshua, quand on a réparti Eretz Israël en territoire qu'on a attribué à chaque tribu, eh bien vous allez voir que la ville de Rakat
c'est Tibériade. Donc il y a 2 Talmidei Chachamim qui sont venus de la ville de Tibériade et ils se sont fait attraper par l'aigle. C'est qui l'aigle? C'est, eh bien, c'est les Perses. Car les Perses, dans le rêve de Daniel, ils sont comparés à l'aigle. Nahon? Ouais, Nahon, ils ont un symbole comme ça. Ils les ont attrapés. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans leurs mains? Des choses qu'on fabrique dans la ville de Luz. Il y a une Gemara qui nous dit que là-bas, dans la ville de Luz, on élabore le techelet. Le techelet, parce qu'ils ont le fameux poisson avec lequel on fait du techelet. Le sang du hilazon, bravo, le poisson qui s'appelle hilazon, qui monte une fois tous les 70 ans, on extrait son sang pour avoir le bleu azur pour teindre les fils des tzitzit techelet. Donc c'est pour ça qu'il a dit Maïnihu techelet. C'est quoi? C'est le fameux techelet. Bisrout arahamim, bisrout arahman, grâce au miséricordieux, par la clémence du miséricordieux, et par votre mérite à vous, Rava, le tzaddik, yatzou beshalom, on les a libérés. Maintenant, regardez ça. Ve'amoussé yereche Nachshon, et descendant de Nachshon. What is it, Nachshon? Nachshon, c'était le chef de la tribu de Yehuda. Et vous le savez que on a de Nassi en Eretz Israël. C'est qui le Nassi? C'est que des descendants de David Amelech. Tous les rois étaient descendants de David, et aussi les Nessi'im, comme Hillel HaZaken, qui était Hillel HaNassi, Rabbi Yehuda HaNassi. Tous les Nassi, c'était des descendants de qui? De David Amelech, qui est des descendants de Yehuda. Alors, pour ne pas dire descendants de David Amelech le Nassi, pour ne pas que Chas v'Shalom, ils aillent tuer le Nassi qui a contredit les Romains, les Perses. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Le descendant de Nachshon, Shkon Hadak. Eh bien, c'est le Nassi qui est descendant de David Amelech, qui est descendant de Nachshon ben Aminadab de Shevet Yehuda. C'est-à-dire que parce qu'ils avaient le Techelet. Ils avaient le Techelet, on les a libérés. Bien qu'ils avaient des produits juifs, du judaïka, le bleu azur. Mais sur une chose qu'il fallait pas faire, c'était de siéger pour ajouter un deuxième Adar. Ils l'ont fait tout de même en cachette. Bikshu likvoa natziv ehad. Ils ont décidé de fixer un intendant. C'est quoi cette histoire-là? Alors, figurez-vous, Shlomo HaMelech, le roi Salomon, il avait nommé des intendants qui travaillaient par rotation. Chaque intendant, qu'on appelle en hébreu Natziv, chaque Natziv était responsable de la gestion royale pendant 1 mois. Donc, il y en avait 12. Alors, il y a écrit aussi là-bas, Ve Natziv Ehad. Alors, pourquoi ils ont parlé de Natziv Ehad? En fait, Natziv, puisque dans le livre des rois, on voit que Natziv, il travaillait pendant 1 mois, donc ils ont fait allusion au mois, au lieu de l'appeler Chodesh, pour pas qu'ils comprennent qu'on rajoute un deuxième Hadar. Ils ont rajouté Natziv Ehad. Ils ont rajouté 1 mois de plus dans l'année, c'est-à-dire le 13e mois. Mais ils l'ont appelé un intendant. Ils ont rajouté un intendant. Qui peut comprendre qu'un intendant, ça fait référence à 1 mois? Que celui qui a étudié le livre de Melachim. Velo inihan adomi alaz, et le rachat là de Édom. On va étudier cette semaine Parashat Toldot. Qui est-ce qui s'appelle Édom? Esav. Aval Baalé Asufot. Pourquoi les Talmidei Chachamim s'appellent Baalé Asufot? Parce qu'ils étudiaient toujours la Torah en communauté, les Esof. Les Esfou, ils se sont rassemblés. Vekavrulo Natziv Ehad, et ils ont rajouté
un intendant, c'est-à-dire un mois de plus, un deuxième Adar, Beyerach Shemedbo Aaron HaKohen. Quand est-ce qu'ils ont siégé? Le mois de la mort de Aaron HaKohen. C'est quand qu'il est niftar? Qui peut me dire quand est-ce que Aaron HaKohen est niftar? Bravo. Rosh Chodesh Av. D'ailleurs, c'est le seul personnage biblique dans la Torah où on nous donne le jour, la date de sa mort. Non. Le Moshe Rabbeinu, c'est le 7 Adar, mais il n'y a pas écrit quand. Ça, dans la Torah même, nous on le sait par la Gemara, qu'il est né le 7 Adar, il est né le 7 Adar, on le sait que par la Gemara. Mais dans la Torah, c'est pas écrit. Le seul où on a la date exacte du décès, c'est Aaron HaKohen. Rosh Chodesh Av. Alors au lieu de dire au mois de Av, ils ont siégé, ils ont dit Beyerach, le mois durant lequel Aaron HaKohen est décédé. Alors c'est quoi là maintenant? Une fois qu'on a raconté toute cette histoire énigmatique et qu'on a compris le sens, quelle est la question de la Gemara? La Gemara dit, comment tu as pu dire qu'on n'a pas le droit de siéger avant Rosh Hashanah? Même quand on a des problèmes techniques, il faut siéger après Rosh Hashanah. D'accord, tu le fais pas juste avant Hadar, parce que tu as peur de ne pas pouvoir le faire. Alors fais-le plus tôt. Mais le plus tôt possible, c'est quand? Après Rosh Hashanah. Or ici, tu vois que c'est bien avant Rosh Hashanah. C'est au mois de Av. Av, Elul, Tishri. Contradiction. La Gemara répond, Hashouvé, mais Hashvé, Galouye, l'homme est galou. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de siéger pour réfléchir avant Rosh Hashanah, mais ils n'ont pas le droit de dévoiler au public. Pourquoi ils n'ont pas le droit de révéler au public de ce qu'ils ont décidé avant Rosh Hashanah? Hein? Non, ils ont déjà décidé. Seulement, ça reste en catimini, ça reste entre eux. En aparté, là, mais ils ne vont pas dévoiler ce qu'ils ont décidé. C'est-à-dire de rajouter un deuxième Adar, ils vont le dévoiler qu'après. Pourquoi? Eh bien, Rachid dit, de peur que les gens aient le temps d'oublier. Parce qu'il y a Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Qui est-ce qui va retenir que le Beddin ont dit qu'ils vont rajouter un deuxième Adar? Ils ont d'autres chats à fouetter. Ils sont en train de courir pour la souka, pour le chauffard, pour le loulam, pour les caparottes. Alors, ils ont le temps d'oublier. C'est pour cela que l'information ne doit pas être trop tôt, car ils risqueraient de l'oublier. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Eux, s'ils oublient, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont manger du Hametz à Pessah. Eux, ils vont croire que Pessah, c'est un mois avant, alors que c'est un mois après. Ils vont s'abstenir de manger du Hametz, alors que c'est Hadar. C'est le deuxième Hadar. Et quand ce sera le vrai Pessah, ils vont manger du Hametz, Chas v'Shalom. Alors, faut pas courir de risque. Le public, il faut le gérer avec des pincettes. Il faut prendre en considération le risque d'oubli. Comme on dit en français, trop d'informations tue l'information. Alors, maintenant, la Gemara dit, Maï mashma de haïnetziv lishna diyarhaou. Où est-ce qu'on retrouve dans le texte biblique que le mot natziv, intendant, fait référence à un mois de l'année? Dirtiv, velishlomo, shenem asar nitzavim, al kol Israël, vechilkelu et amelech ve'et beto, chodesh bashana. Shlomo Amelech avait nommé 12 gérants qui étaient responsables de la gestion du palais royal et de tout Israël pendant un mois entier. Chodesh Bashana, un an dans l'année. La Gemara dit ve'aktiv u'netziv echad asher ba'aretz. J'ai pas compris, il y a un autre passouk qui dit qu'il y avait un seul intendant a priori pour toute l'année. Je dis non. Rav Yehuda et Rav Nachman, Hadamar echad memune al kulam, et Hadamar keneged chodesh ha'ibur. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le Natziv Echad en question, c'était le chef des intendants. Car eux-mêmes,
les intendants avaient besoin d'un fédérateur, il avait besoin d'un guide. Alors Shlomo HaMelech a nommé le chef des chefs. C'était le Natziv Echad. Donc lui, il était responsable des 12 qui allaient fonctionner par rotation, chacun un mois dans l'année, mais lui, il était là, responsable pendant toute l'année pour driver chaque intendant durant son mois de travail. Deuxième réponse, c'est que le 13e, c'était pour le 13e Adar. C'est pour le 13e mois, pardon, deuxième Adar. Car le deuxième Adar, c'est le 13e mois, donc c'est de lui qu'il s'agit quand on a dit Natziv Echad. Bon, on va terminer le sujet avec encore une ou deux baraïtot. Tanu Rabanan en me'aberin et hashana lo mishana lehaverta velo shalosh shanim zo achar zo. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est exactement comme on avait vu précédemment. Même mieux encore, c'est qu'il ne faut pas décider de rajouter un deuxième Adar l'année prochaine, alors que tu es encore dans l'année précédente. Tu dois étudier les problèmes de chaque année en temps et en heure. Faut pas être là avant l'heure. Tu ne vas pas calculer faire les comptes pour savoir si tu rajoutes un deuxième Adar l'année prochaine. Attends l'année prochaine et à ce moment-là, tu réfléchis. Mais on ne se met pas maintenant à faire un Hibour Shana de décider l'année précédente pour l'année suivante que tu vas rajouter un deuxième Adar. Non. Première limitation. Deuxième restriction. Velo shalosh shanim zo achar zo. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire 3 années bissextiles consécutives. Pourquoi? Parce que si tu décales Pessah 3 fois d'affilée, alors tu vas avoir un Pessah qui va tomber en été au lieu du printemps. Amar Rabbi Shimon. Rabbi Shimon a raconté Maaseh berabbi Akiva she'aya havush bebet ha'asurim ve'iber 3 shanim zo achar zo. Rabbi Shimon a dit, je ne comprends pas ce que vous dites, qu'on n'a pas le droit de fixer 3 années embolismiques consécutives. Mais pourtant, Rabbi Akiva, qui était en prison chez les Romains, l'a bien fait. Amroulo, les Chachamim ont répondu à Rabbi Shimon, Misham re'aya, bedin yashvu, ve'kavru kol ahad ve'ahad bizmana. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, les Chachamim étaient venus voir Rabbi Akiva en prison. C'était juste pour faire des calculs. Parce que Rabbi Akiva, c'était un géant parmi les géants de la Torah. Et malheureusement, lui qui a fait partie des 10 martyrs exécutés par les Romains, cruellement. Et alors, il savait qu'il allait mourir, qu'il avait déjà été condamné à mort par les Romains. Les Chachamim ont demandé le droit de venir lui parler dans le parloir en prison. Et ils ont à ce moment-là étudié la faisabilité de rajouter un deuxième Adar dans les années suivantes. Et ils ont fixé 3 années consécutives. Ouais. Shalosh shanim zo achar zo. Nachon. Alors écoutez les amis. Alors ici, c'était ça Rabbi Shimon, c'est ce qu'il a dit. Les Chachamim lui ont dit pas du tout. Misham re'aya, bedin yashvu ve'kav'u. Achat bizmana. C'est pas ça. Quand ils ont été, bien sûr qu'ils ont décidé de 3 années embolismiques, mais non pas qu'ils ont à ce moment-là déjà fixé les 3 années. Ils ont réfléchi avec Rabbi Akiva. Ils ont fait toutes les estimations nécessaires, tous les calculs nécessaires. Et il leur a dit, par exemple,
Dans 3 ans, vous rajoutez un deuxième Adar. Dans 5 ans, vous rajoutez un deuxième Adar. Dans 7 ans, mais ensuite le Beth Din, après avoir étudié le sujet avec Rabbi Akiva, ils se sont installés dans chaque année respectivement, ils ont siégé pour fixer le deuxième Adar. C'est-à-dire que il faut pas prendre les choses à la lettre. Quand on a dit que Rabbi Akiva a fixé 3 années de Adar, ça ne veut pas dire que c'était consécutif. Pas du tout. Car si tu fais 3 années consécutives, Pessah, il va tomber en été, au lieu de tomber au printemps. La kavana est la suivante. C'est qu'étant donné que Rabbi Akiva était un géant en matière d'astronomie, et donc, avec lui, ils ont réfléchi, ils ont pris ce qu'on appelle une longueur d'avance. Ils ont pris de l'avance. Mais ça ne veut pas dire que, en sortant de là, ils ont fait 3 ans consécutifs, pas du tout. Il leur a dit, par exemple, dans 3 ans, vous devez rajouter un deuxième Adar. Dans 5 ans, vous rajoutez un deuxième Adar. Dans 7 ans. C'est ça ce que ça veut dire. Mais après, une fois qu'il leur a dit ça, eux, ils vont fixer. Et quand est-ce qu'ils vont fixer? Quand ils vont siéger. Quand est-ce qu'ils vont siéger? Avant Adar. C'est tout. Alors, les frères et les amis, il n'y a pas besoin. Moray Berabotaï, je voudrais ouvrir une parenthèse qui nous donne froid au dos. Rabbi Akiva, c'est qu'il va être exécuté cruellement par les Romains. Les Hachamim le savent qu'il a été condamné à mort. Et malgré tout, ça ne les empêche pas d'aller voir Rabbi Akiva pour débattre d'un sujet de halakha. Vous imaginez? Et ça n'empêche pas Rabbi Akiva d'avoir toute la lucidité d'esprit pour pouvoir réfléchir à tête froide et de calculer des années à venir pour pouvoir fixer déjà, bien avant, bien en amont, les prochaines années pour rajouter le deuxième Adar. Vous imaginez un petit peu combien ils étaient tellement investis de Torah, tellement plongés dans la Torah. Leur seul souci, c'était l'application du judaïsme, les mitzvot. Et les Romains menacent avec leur peine de fer, ils n'en ont rien à faire. Rabbi Akiva, vous le savez que quand il a récité le Shema Israël, il était rayonnant de bonheur, alors qu'on lacérait son corps avec des peines de fer. Ses élèves qui étaient présents lui ont dit, Rabbeinu, Adkan, notre maître, est-ce possible qu'un être humain atteigne un tel niveau? Il leur a dit, mais toute ma vie, je n'ai fait qu'attendre ce moment. Kol yamai haiti mitztaher, mata yavo pasuk ze leyadi vakayemenu. Maintenant que j'en ai eu l'occasion, je n'en profiterai pas. C'est ça. Nos gdolim. Encore. En me'aberin et hashana, lo b'shevi'it velo b'motzae shevi'it. Il ne faut pas rajouter un deuxième Adar, ni pendant l'année de la Shemitah, ni dans l'année qui suit la Shemitah. Pourquoi? Qui est-ce qui peut me dire pourquoi il ne faut pas rajouter un deuxième Adar pendant la Shemitah? Pendant l'année de la Shemitah, on n'a pas le droit de travailler la terre. Si maintenant tu rajoutes un mois de plus, donc tu rallonges l'interdiction des travaux agricoles, ils ne pourront pas cultiver, parce que c'est assourd de travailler pendant l'année de la Shemitah. Dans cette année, il y a 12 mois ou il y a 13 mois, ça dépend si tu rajoutes un deuxième Adar ou pas. Faut pas rajouter un deuxième Adar, justement, pour pas rallonger l'interdiction de travailler la terre. Également, Motzae Shevi'it. Pourquoi l'année qui suit la Shemitah, la 8e année, faut pas lui rajouter un deuxième Adar? Qui peut me dire pourquoi? Pourquoi la 8e année, qui est après la 7e, après la Shemitah, faut pas rajouter un deuxième Adar? Allez, je vous donne un indice. Chazak, on avait dit que on n'a pas le droit de manger des nouvelles céréales tant qu'on n'a pas sacrifié le Homer, deuxième jour de Pessah. Or, si tu rajoutes un deuxième Adar avant Pessah, donc tu as décalé le sacrifice du Homer à un mois de plus.
Donc ce sera un mois de plus d'interdiction de manger de la nouvelle récolte. Or ici, les gens, il leur faut de la nouvelle récolte. Pourquoi il leur faut urgemment de la nouvelle récolte? Non, pourquoi il leur faut? Parce qu'ils n'en ont pas. Vu qu'ils n'ont pas travaillé la terre pendant la Shemitah, quand est-ce qu'ils ont semé? Après la Shemitah, c'est-à-dire en début de 8e année. Après Rosh Hashanah. Au milieu de la 8e. Au milieu de la 8e. Alors justement, ils pourront manger au milieu de la 8e, c'est-à-dire dès le lendemain de Pessah. Dès qu'on a sacrifié le Homer. Tishri, Rejvan, Kislev, Tevet, Shevat, Adar, Nissan. Ils vont manger à mi-Nissan. Or, si tu rajoutes un deuxième Adar, ils vont manger quand? Un mois de plus. Et qu'est-ce qu'ils vont manger en attendant, les pauvres? You understand? Regardez comment les Hachamim sont réfléchis. Et Matai Regilim les Haber, et quand est-ce qu'ils étaient en effet habitués à rajouter un deuxième Adar? Shelbed Rabban Gamliel Ayou Me'abrim Bemotzaesh, excusez-moi, Be'erev Shevi'it, la veille de Shemitah, la 6e année. Car à la 6e année, au contraire, c'est bien. Pourquoi c'est bien? Car à la 6e année, tu leur donnes plus de temps pour cultiver la terre, pour se préparer à l'année de la Shemitah où tu n'as pas le droit d'effectuer des travaux agricoles. Vous avez compris? Pourquoi justement c'est bien de rajouter un deuxième Adar la 6e année avant la Shemitah? Car ça te fait encore un mois de plus pour travailler la terre. It's very good pour avoir des réserves. Et on va terminer le sujet. Obi plugta de anetanae. Rabban Gamliel va dire non, il n'y a aucun inconvénient à être me'aber même motzae shvi'it. Comment ça se fait? Parce que ils apportaient, ils faisaient ce qu'on appelle de l'importation. Même si tu vas rallonger l'interdiction, tu vas prolonger la période d'interdiction de manger des nouvelles céréales, mais ce n'est pas dramatique, car il y a de l'importation. On apportait de Chutz La'aretz. Alors la Gemara dit pourquoi le premier Tana ne pense pas comme Rabban Gamliel. Le premier Tana dit il vaut mieux rajouter un deuxième Adar à la 6e année avant la Shemitah, pas pendant la Shemitah et ni l'année qui suit pour les raisons qu'on a données. Mais Rabban Gamliel va dire non, on peut sans aucun problème rajouter un deuxième Adar même à la 8e année. Pourquoi il ne tenait pas compte du problème que les gens avaient faim, ils attendaient impatiemment les nouvelles céréales? Il dit, eh bien, ils n'ont qu'à importer. Qui nous amène des semi-remorques de blé de l'extérieur? Eh bien, la Gemara dit pourquoi Chachamim ne sont pas d'accord avec lui? Parce que eux ne voulaient pas d'importation. Ils voulaient que ce soit made in Israel. Pourquoi? Biplugta de hanetanae de Tanya en mevi'im yerek mechutz ha'aretz veraboteinu hitiru. Et c'est quoi la mahloket? Maï benayu amar Rabbi Yirmiyah chosheshin egushen ika benayu. Qu'est-ce que ça veut dire? Car nous savons que les Chachamim ont décrété que la terre de diaspora, la terre de Chutz La'aretz, elle est tamée. Pourquoi? Car les goïms ne faisaient pas attention dans l'inhumation de leurs morts. Ils disaient, mourir pour mourir, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Ils peuvent même l'incinérer et le mettre dans un flacon. Ils peuvent jeter dans le jardin les ossements. Qu'est-ce qu'ils ont à faire? Pourquoi tu veux investir autant d'argent dans l'enterrement? Alors, ça fait que on pouvait avoir des débris d'os dans la terre. C'est pour cela que c'est pour ça que c'est métamé. Alors, étant donné que si tu vas faire de l'importation de fruits et légumes de Chutz La'aretz, ok, pour les fruits ça va, mais pour les légumes et les céréales, on pourrait te ramener également des mottes de terre avec les légumes, des mottes de terre avec les céréales. Et alors,
Ça risque de rendre impure la terouma. Imaginons, tu mets là-bas dans le jardin, tu as des fruits de terouma. Et juste à côté, tu as ce que tu as importé, les légumes de Chutz Laaretz. Et il y a une motte de terre qui est au contact de la terouma. Tu l'as rendue impure. Alors, est-ce qu'il faut craindre ce risque ou pas? C'est tout le débat. Rabban Gamliel ne craint pas. C'est pour ça qu'il disait on pouvait faire de l'importation. Hachamim craignent. Voilà la raison pour laquelle ils ont dit il ne faut pas rajouter un deuxième Adar pendant l'année de la Shemitah, car on ne peut pas s'appuyer sur la solution qui s'appelle importation, car justement, on n'importait pas pour ne pas risquer de rendre impure la terouma. Un petit correctif. Selon Rabban Gamliel, on pouvait être méraber même la 8e année, alors que pour les Hachamim, c'était uniquement la 6e année. Ni la 7e, ni la 8e.